Je ne sais pas vous, mais moi, je pense être un râleur qui s'ignore. Enfin, si quelqu'un me demandait si j'étais un râleur, eh bien je dirais que non, naturellement, je pense que c'est pas mon tempérament de râler. Et puis, si je devais me pincer chaque fois que je râlais, finalement je pense que je finirais la journée avec quelques bleus quand même. Et pourtant, dans notre quotidien, lorsqu'on râle, parfois même sans s'en rendre compte, on a rarement l'impression de créer quelque chose de très productif. Par exemple, on va aller râler sur les enfants parce que la chambre n'est pas rangée. Mais au final, quel est le problème ? Quel est notre besoin dans tout ça ? C'est que la chambre soit rangée juste pour être rangée ? Ou c'est parce qu'on aime bien que la maison soit propre et ordonnée pour pouvoir l'apprécier ? Mais si je me mets à râler sur mes enfants, est-ce qu'ils vont vraiment comprendre ce message ? Non, moi je pense qu'ils vont plutôt comprendre le fait que s'ils rangent pas la chambre, on va leur crier dessus. Et puis, malheureusement, ou heureusement, le lendemain et le surlendemain, la chambre sera toujours dérangée. Ou alors, elle ne sera plus du tout dérangée et toujours très ordonnée, parce qu'ils n'oseront plus jouer avec leurs jouets, de peur que je leur râle dessus. Bref, rien de productif à tout ça. Et au travail, c'est pareil. Lorsque quelqu'un vient vous voir et que vous râlez parce que vous n'avez pas le temps, si vous le faites naturellement et que vous le répétez plusieurs fois dans la journée, à la fin, peut-être que plus personne ne viendra vous voir. Alors, vous en serez peut-être soulagé, mais en tout cas, vous n'aurez plus votre mot à dire dans les consultations, ou en tout cas, votre expertise ne sera plus prise en compte. J'ai beau y réfléchir, je ne trouve aucune situation où le fait de râler apporte quelque chose de positif. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Christine Lewicki, auteure des best-sellers « J'arrête de râler », avec qui on va aborder ce thème, on va essayer de comprendre pourquoi on râle, comment on peut l'éviter, comment on peut communiquer ce qu'on pense à l'autre sans forcément râler, même quand ça ne nous convient pas, et puis comment par le lâcher-prise, le vivre ensemble, la création de liens, on va pouvoir ensemble créer un environnement où le fait de râler ne sera plus nécessaire. Vous écoutez bien le podcast du Petit Manager, le podcast qui aide à comprendre le management et les organisations dans notre monde VUCA. Je suis Jimmy Materne et aujourd'hui, avec Christine Lewicki, on décide d'arrêter de râler. Bref, je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir le podcast. Bon nombre d'entre vous, j'en suis sûr, en ressortiront avec une nouvelle approche sur l'attitude et leur comportement envers les autres. Est-ce que je suis un râleur qui s'ignore, par exemple ? Et pourquoi pas accepter le challenge et le défi proposé par Christine pour arrêter de râler ? Bonne écoute. Bonjour Christine Lewicki. Bonjour, bonjour. Je suis ravi de t'avoir sur le podcast. Il est 8h du matin en Californie, je vois qu'il y a un peu de soleil derrière toi. Oui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a l'air d'attirer tous les Français, ou en tout cas tous les Latins. C'est dans notre sang, on adore ça. On dit qu'on adore râler. Donc je commencerai ce podcast par te poser la question, sommes-nous tous des râleurs ? Je pense que... c'est une question intéressante. On m'a jamais posé la question si on est tous des râleurs. C'est intéressant. Je sais pas, je peux pas savoir si on est tous des râleurs. Je peux pas répondre. Je connais pas tout le monde. J'ai pas rencontré tout le monde. Ouais. Je crois que beaucoup de personnes pensent qu'elles ne râlent pas. Et en fait, elles râlent. Moi, particulièrement, je faisais partie de ces personnes-là où je m'étais dit, si j'avais vu mon propre livre qui s'appelle « J'arrête de râler » en librairie, je l'aurais pas acheté parce que je me serais dit, je râle pas. Et en fait, je crois il y a une espèce de base, de norme qui est basée autour de la râlerie. En fait, c'est normal de râler et donc on se rend pas compte qu'on râle. Et après, par contre, il y a les gros râleurs. On a tous quelqu'un dans notre entourage ça peut être un collègue, ça peut être un conjoint, ça peut être un oncle, une tante, un frère, une sœur ou un enfant qui est particulièrement râleur, qui nous casse les oreilles, qui voit toujours le verre à moitié vide. Ouais. Et qui est toujours en posture de victime. Donc on peut tous identifier un ou une grosse râleur ou gros râleur, mais ça ne veut pas dire que nous on n'est pas râleurs. On a tous une petite partie de ça en nous, quoi. Hein. Ça peut Voilà, venir même si on s'en rend pas compte. Voilà, on râle pas plus que les autres, j'ai envie de dire. C'est ça. Mais en fait, on râle tout le temps. Ouais. Et du coup, tu dis, il y en a qui voient le verre à moitié vide. Ça veut dire que certains râleurs seraient aussi pessimistes. Tu vois qu'il y a des attitudes dans le fait d'être râleur. Ça amène ce genre de comportement ou d'attitude. Ah oui, tout à fait. Je pense que plus on est râleur, parce que la râlerie, c'est une posture de victime. La râlerie, c'est une posture où je pointe du doigt un coupable. On pourra développer un peu plus tard, j'ai 3 critères précis pour identifier une râlerie, mais c'est vraiment une posture de « oh là là, les autres, la vie, l'économie, ceci, cela, voilà ce qui m'arrive, voilà ce qui me tombe dessus ». Et donc, je me mets en posture de victime et je pointe du doigt les coupables. Et voilà, donc ça, c'est typiquement quelque chose qui est pessimiste, oui. Ouais, ça veut dire qu'on va chercher à chaque fois ce qui va pas. Plutôt que d'aller chercher ce qui pourrait aller bien. La râlerie, c'est un peu un radar qui est allumé, un radar qui s'allume et qui capte tous les moments où la réalité ne colle pas avec nos attentes. C'est le radar qui va capter
tous les moments où la réalité colle pas avec nos attentes, mais du coup le radar va être tellement occupé. Et puis alors des situations où la réalité colle pas avec nos attentes, il y en a plein. Il y en a plein, Oui, plein, tout le temps plein. quasiment. Et donc le radar, il est très très occupé à ça. Et pendant ce temps-là, eh ben on ne voit pas toutes les choses qui elles vont bien. Ouais. Parce qu'on est trop occupé à voir ce qui va pas. J'ai d'ailleurs une anecdote très amusante par rapport à ça. Je sais pas si ça. Voilà. Ah oui, ça J'ai une anecdote m'intéresse. amusante qui m'a vraiment marquée. Un jour, mon mari est parti faire les courses et quand il est rentré, moi j'étais en haut à l'étage et quand je suis descendue en bas, j'ai vaguement vu qu'il avait été faire les courses parce que j'ai vu qu'il y avait des choses qui avaient un peu bougé dans la cuisine. Mais tout d'un coup, j'arrive et la première chose que je vois, donc j'ai un îlot dans ma cuisine et j'ai un évier, et la première chose que je vois, c'est qu'au pied de l'évier, il y a un papier qui traîne par terre. Et là, je me dis, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un papier qui traîne par terre. Et je vois tout de suite le truc qui ne colle pas à mes attentes. D'accord? C'est le papier qui traîne par terre. Et là, je ramasse le papier qui traîne par terre parce que c'est la seule chose que je vois dans la cuisine. Je le ramasse et là, je réalise que c'est un emballage de fleurs. Et qu'en fait, sur l'îlot de ma cuisine qui était à la hauteur de mes yeux, quand je suis rentrée dans la pièce, il y avait un magnifique bouquet de fleurs que mon mari m'avait ramené. Et donc, j'ai vu l'emballage qui traîne par terre avant de voir le bouquet de fleurs. Donc ça, c'est typiquement l'attitude du râleur qui va voir d'abord ce qui colle pas à ses attentes avant de voir la belle surprise. Oui, c'est incroyable. Tu vois le point noir sur la feuille blanche presque parfois. Hein. Voilà, exactement. Et alors, tu saurais nous dire pourquoi on râle? Est-ce que c'est un phénomène naturel? Est-ce que c'est dans les gènes? Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend peut-être en fonction de son environnement? Alors, râler est une habitude. Râler est une habitude. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une habitude? Ce sont des connexions neuronales. D'accord? Ce sont littéralement des connexions de synapses où, quand notre cerveau capte une situation où la réalité ne colle pas avec nos attentes, le cerveau a développé l'habitude, un automatisme d'enclencher la râlerie. Ah, c'est quoi ce truc? Ah, encore une fois. Ah, c'est toujours la même chose. Ah, c'est infernal. Ah, je suis crevée. Oh, j'en peux plus. Voilà. Et donc, on va automatiquement avoir cette réaction qui est quelque part une réaction qui, initialement, cherche à nous soulager. J'ai un irritant, quelque chose m'irrite, et donc je sais pas quoi en faire, et donc je râle. C'est une réaction, un automatisme. Voilà. Et donc en fait, c'est une habitude dans le sens où plus j'utilise ce mécanisme, plus mon cerveau va automatiquement utiliser ce mécanisme, et donc ne va pas savoir que faire d'autre en fait. Face à cet irritant du quotidien, face à cet irritant qui arrive, il y a toujours plein d'irritants dans une journée. Il y a plein de raisons de râler. Je dis pas, quand je dis aux gens de râler, quand je parle de j'arrête de râler, je dis pas qu'il y a aucune raison de râler. Il y a plein de raisons de râler. Oui. La question, c'est est-ce que ça m'aide dans ma vie? Est-ce que ça contribue à ma vie? Est-ce que ça marche pour moi? Est-ce que ça me réussit de râler? Est-ce que vraiment ça me fait avancer de râler? C'est ça la question que je pose dans mes ouvrages. Le livre. Ouais. Voilà. Il y a une étude qui est assez récente, elle date de quelques années. C'est une étude allemande sur 6000 patients qui met en évidence le fait que râler est bon pour la santé. On pourrait vivre plus longtemps, plus vieux, pas forcément en meilleure santé ou en meilleures conditions, mais en tout cas si on râlait. Et en lisant l'étude, parce que ça, je pense que c'était pour attirer les gens et la curiosité, mais je pense que l'étude dans le fond disait plutôt que ceux qui se faisaient du souci car ils ne râlaient pas n'avaient pas appris à extérioriser les choses. Donc, essayer de digérer ou inhiber leurs émotions. Donc, on est plus dans l'expression de ces émotions, justement. Alors, juste ça, je peux rebondir là-dessus? Ah oui, avec plaisir. Voilà, donc ça c'est le plus gros malentendu, c'est littéralement le plus gros malentendu sur ma démarche avec J'arrête de râler, c'est que certaines personnes d'ailleurs en conférence, je fais très régulièrement des conférences en entreprise ou auprès de salons et tout ça, il y a toujours quelqu'un dans la salle qui me dit, en général c'est une femme, qui me dit alors donc maintenant ça veut dire qu'il faut qu'on continue à tout se coltiner mais en plus on peut même plus râler. Ça semble être une injonction de plus il faut tout faire et il faut la fermer. C'est vrai que j'interviens aussi souvent en entreprise, on anime des ateliers en entreprise et souvent les entreprises sont un peu mal à l'aise de faire venir la démarche J'arrête de râler parce que ça peut sous-entendre qu'on dit aux collaborateurs qu'il faut qu'ils travaillent encore plus et qu'ils subissent toute la pression qu'ils subissent au travail. Et en plus, on leur demande de la fermer. C'est ça. Alors, c'est absolument pas ça la démarche. La démarche, c'est de se dire, est-ce que quand je râle, ça marche? Est-ce que effectivement je suis entendue? Est-ce que effectivement, j'arrive à réellement exprimer ce que je ressens? Et est-ce que effectivement je suis réellement entendue? Donc là, l'idée, c'est d'arrêter de râler et de remplacer nos râleries par une réelle communication sur nos émotions, nos besoins, négocier des accords, discuter et vraiment aller vers l'autre et faire avancer les choses. Je dis souvent, râler ne fait pas avancer le schmilblick. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que souvent on râle encore plus parce que
On râle parce que hier on a déjà râlé et avant-hier on a déjà râlé, donc ça nous fait encore plus râler parce qu'on est constamment en train d'essayer d'exprimer quelque chose qui n'est pas entendu. Je dis Ouais. souvent, si râler marchait, le lave-vaisselle serait vidé, les réunions seraient préparées, les deadlines seraient respectées. C'est justement parce que râler ne marche pas qu'on râle tout le temps. Donc l'idée, c'est de sortir de ce cercle vicieux, en fait, et de fermer la porte. Comme râler est une habitude, c'est un automatisme qui nous empêche d'accéder à d'autres ressources, à d'autres moyens de gérer le problème. Il y a quelque chose qui m'agace, ça m'agaçait hier, ça m'agaçait la semaine dernière, je peux râler en Ouais. permanence, mais ça ne changera rien. Par contre, si râler n'est plus une option, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Quels sont les autres moyens de gérer cette situation et de faire en sorte de faire avancer les choses pour que les choses aillent mieux. Et donc, quand on rentre dans la démarche j'arrête de râler, en fait, petit à petit, on a de moins en moins de raisons de râler parce qu'en fait, on prend les choses réellement en main. On se donne les moyens de faire avancer les choses qui nous font râler. Ou alors de lâcher prise. Parfois aussi, il y a les deux. On pourra développer un peu ça, mais il y a un peu les deux axes. Il y a des choses où on se dit non, ça c'est vraiment important. Il faut que je le fasse avancer, que je me donne les moyens et râler ne marche pas. Et il y a d'autres choses où on se dit bon, non, en fait, ça c'est pas vraiment important. J'ai pas tellement l'intention de me donner les moyens de quoi que ce soit parce que j'ai d'autres priorités. Et donc, voilà, je vais arrêter de râler sur ce truc parce que ça me pourrit la vie. Je suis dans la négativité, ça me stresse. Donc, il y a aussi parfois un choix de lâcher prise en fonction des situations. En fait, râler, c'est une forme de très mauvaise communication, finalement. Voilà. Donc, c'est une expression dans le sens où c'est vrai que c'est pas bon de garder tout pour soi. Donc, ça a le mérite d'enlever la soupape de la cocotte minute. Ça a le mérite de soulager la cocotte minute au moment où elle va exploser. Mais moi, quand je me suis lancée dans la démarche, on pourra expliquer un petit peu, je me suis lancée dans un challenge pour arrêter de râler sur 21 jours. Et donc, je me suis retrouvée régulièrement avec cette soupape, cette cocotte minute, dans l'état d'une cocotte minute en me disant, mais qu'est-ce que je fais ? Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, là, ce que je dois faire, pour réussir ce challenge d'arrêter de râler, il faut que je me pose la question de comment ça se fait que je me retrouve aussi souvent dans un état de cocotte minute ? Comment ça se fait que ma vie me met dans cet état aussi souvent ? Et surtout, de chercher à réfléchir quelles sont les situations qui me font partir au quart de tour à chaque fois ? Quelles sont les situations qui réellement me font partir au quart de tour ? On est tous différents, on a tous des choses qui nous agacent tout particulièrement. Et du coup, de se dire, râler ne marche pas, donc du coup, je vais, à ce moment-là, poser des actions pour que ces situations aillent mieux. Et du coup, effectivement, j'avais de moins en moins de raisons de râler, donc j'étais de moins en moins souvent dans un état de cocotte minute, et donc je n'avais pas ce besoin imminent de devoir me soulager, parce que j'avais géré les situations en amont, j'avais anticipé, j'avais communiqué, je m'étais exprimée clairement. Et donc, réellement, ma vie s'était clairement, tangiblement améliorée. Mais on peut rappeler la communication non violente de Marshall Rosenberg, par exemple, qui aide à exprimer donc la communication non violente besoins. est un des outils qui est utilisé dans la démarche. En fait, il y a plusieurs leviers. Selon les situations, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Mais en effet, parfois, on râle à cause des autres. Parce que parfois, on râle, ça n'a rien à voir avec les autres. Il n'y a pas de communication à faire. C'est juste qu'on râle parce qu'on ne s'est pas levé à l'heure, parce qu'on est en retard. On peut se râler sur soi-même, Voilà. Mais parfois, on râle à cause des autres. C'est vrai que souvent, ce sont les autres qui nous font râler. Et dans ce cas-là, quand on râle à cause des autres, on se pose la question, déjà, quelle est ma part de responsabilité ? Est-ce que moi, je peux faire quelque chose pour améliorer la situation ? C'est souvent beaucoup plus facile de voir ce que les autres devraient faire pour améliorer la situation que de voir ce que nous, on devrait faire pour l'améliorer. Donc, première question, c'est est-ce que moi, je peux améliorer les choses ? Deuxième question, c'est est-ce que c'est une de mes priorités en ce moment ? Est-ce que vraiment je suis prête à me mobiliser pour faire bouger les lignes sur cette problématique ? Et si la question est oui, on y va, on va de l'avant. Et après, donc, si ça dépend des autres, comment je communique ? Comment je vais vers l'autre ? Comment je m'exprime vers l'autre pour augmenter la probabilité que je sois entendue. D'accord ? Parce que c'est ça ce qu'on veut vraiment. Ce qu'on veut, c'est être entendu. Ce qui nous fait le plus râler, c'est de ne pas être entendu. On râle beaucoup parce qu'on ne se sent pas respecté, on ne se sent pas entendu, on a beaucoup, beaucoup besoin de ça. Donc, en effet, à ce moment-là, la communication non violente nous aide énormément. Je ne sais pas si on veut développer un petit peu qu'est-ce que c'est que la communication non violente. Oui, on peut rappeler l'OSBD, ce que c'est. Vas-y, je t'en prie. Voilà, donc la communication non violente qui a été fondée par Marshall Rosenberg. J'ai eu la chance d'être formée par lui avant qu'il décède à Santa Barbara. Formidable. Ça doit être en 2006 ou en 2005. Donc la communication non violente, c'est différentes étapes. Alors il y a les étapes et le schéma typique de la communication non violente qui peut être intéressant de respecter au début pour apprendre le process, mais après on peut s'en détacher. Il faut savoir que souvent on peut après prendre du recul et s'en détacher, ça devient beaucoup plus fluide. Mais de manière générale, on va vraiment dans la communication non violente
aller vers l'autre. On a un problème dont l'autre fait partie du problème quelque part, mais on va aller en parlant en mode jeu, en parlant de soi, plutôt que de dire toi tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. On va dire j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, et on va décrire le problème pour ce qu'il est et non pas en mettant toute notre charge émotionnelle. Donc on va décrire le problème un peu comme si on décrivait une photo sans mettre plein d'émotions. On va dire voilà, quand je vois que nous avons une réunion qui est fixée depuis 15 jours et que les participants de la réunion n'ont pas préparé le dossier qui était à l'ordre du jour. Donc voilà, je décris juste la situation. Après, je décris ce que je ressens. Je ne me sens pas respectée, ou je me sens stressée, ou je me sens... chacun a une réaction différente par rapport à ça. Donc ça, c'est intéressant parce que souvent, quand on râle, on n'est en fait pas en lien avec nos émotions. On est en lien avec nos accusations. On est en lien avec toutes les accusations et les jugements qu'on porte sur l'autre. Mais on ne s'est même pas posé la question de pourquoi... Qu'est-ce qui m'agace en fait vraiment ? Est-ce que je suis stressée parce que je suis inquiet pour ma sécurité professionnelle ? Est-ce que je suis énervée parce qu'en fait je suis fatiguée ? Est-ce que je suis énervée parce que je me sens pas reconnue ? Parce que nos demandes vont pas du tout être les mêmes en fonction de nos besoins. On va pas du tout faire la même demande, on va pas du tout communiquer la même chose. Donc à travers la CNV, il y a beaucoup d'humanité qui émerge dans nos échanges. Parce qu'on vient vraiment parler avec notre humanité, pas avec nos accusations. Oui. Donc, on parle en mode jeu, on décrit le problème pour ce qu'il est au lieu de le transformer en drame et de mettre toute notre charge émotionnelle. Oui. On exprime nos émotions, on exprime nos besoins, parce que derrière notre émotion, il y a notre besoin. Une fois qu'on a connecté avec notre émotion, on peut exprimer un besoin. Et ensuite, on va chercher à négocier un accord. On va chercher à trouver un accord avec l'autre. On va dire, voilà, moi j'ai besoin de ça. Comment c'est pour toi ? Est-ce que ça peut marcher pour toi ? Et ça, c'est intéressant parce que... on a souvent aussi beaucoup de malentendus sur le fait de chercher à trouver un accord. Souvent, on a l'impression qu'on fait une demande et qu'on cherche à trouver un accord, mais en fait, c'est un accord imposé. En fait, l'autre n'a pas vraiment le choix. Notamment quand on est dans une position hiérarchique, que ce soit une position parentale, parent-enfant, ou que ce soit une position hiérarchique professionnelle. On fait des réunions de famille ou on fait des réunions au boulot et on exprime les besoins, on essaie de trouver un accord, mais en fait, concrètement, les gens qui sont en dessous n'ont pas le choix d'accepter notre accord. Et donc ça, c'est pas un accord. Oui, bien sûr, c'est des choix à sens unique. Voilà, c'est des choix à sens unique. Donc c'est très intéressant de comprendre le mécanisme de l'accord. Et quand on a des ateliers qu'on anime en entreprise et qu'on anime aussi auprès des particuliers, où on fait des jeux de rôle et on cherche vraiment à faire comprendre ce mécanisme de l'accord. On peut aussi rappeler dans cette méthode de Marshall Rosenberg que lorsqu'on a exprimé notre besoin, il faut aussi s'attendre à ce que l'autre ne le comble pas, parce que ça pourrait générer d'autres frustrations. Tout à l'heure, tu parlais d'excuses. Râler, ça peut être une excuse ou une fausse excuse. J'ai pas le temps. On n'est pas très productif quand on râle. En entreprise, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Quand on râle pas, parfois, on peut penser que, on peut se dire que les collègues pensent que je travaille pas, que j'ai du temps libre. Que j'accepte tout. Du coup, il faut que je montre que je râle, que j'ai pas le temps, que j'en peux plus, que j'ai trop de dossiers, que ça va pas comme il faut, etc. Pour justement presque justifier le fait que je travaille à la même hauteur que les autres. Est-ce que tu te rends compte de ça dans les entreprises que tu accompagnes ? Oui. Tout à fait. Et j'en parle dans le livre. C'est notamment vrai parce que notre travail est de plus en plus invisible. On est derrière notre ordinateur, on est tous derrière notre ordinateur en train de taper sur le clavier. Et donc, les personnes ne se rendent pas compte, il n'est pas visible, on ne se rend pas compte de notre investissement professionnel. Les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, alors qu'on tape sur le clavier, on est vraiment engagé à résoudre des problèmes, à faire avancer les dossiers. Et il y a plein de choses qui se passent, des imprévus et tout. Et les personnes ne se rendent pas nécessairement compte de ça. Donc, on va râler pour en fait être quelque part, on cherche à être reconnu dans nos efforts. On cherche à ce que les gens se rendent compte de notre investissement professionnel. Donc, le fait de râler, en effet, est un moyen de faire entendre notre engagement, nos investissements et à quel point on est sous une charge de travail et on est engagé à la porter, à quel point c'est difficile pour nous et c'est compliqué. Donc tout à fait, c'est lié à l'invisibilité de notre travail. On est tous derrière nos écrans, c'est uniforme, on se rend pas compte de qui fait quoi. J'allais dire une chose que je propose notamment, par exemple en réunion, quand on démarre une réunion professionnelle, c'est de faire un tour de table et de demander aux collaborateurs qu'est-ce que vous avez accompli depuis la semaine dernière dont vous êtes le plus fier.
Voilà, quelque chose que vous avez accompli depuis la dernière fois qu'on a eu une réunion, dont vous êtes le plus satisfait ou le plus fier, une chose à partager, on va pas forcément tout dire, mais de faire un tour de table où chacun peut être entendu et dire, bah voilà, moi j'ai fini ce dossier. Et c'est fou d'ailleurs, parce que même moi, je fais ça avec mon équipe, hein, et quand je demande à mon équipe ce qu'ils ont accompli, je suis à chaque fois hallucinée de voir à quel point j'ai déjà oublié que ce truc a été bouclé, parce on met tellement notre attention sur les nouvelles choses qu'il y a à faire et sur ce qui n'est pas fait, que effectivement c'est réel qu'en entreprise et qu'au boulot, on ne prend pas le temps de reconnaître et d'admettre et de célébrer ce qui a été accompli et ce dossier qui a été enfin bouclé, qu'on traînait depuis des mois, ce problème avec ce software qui a enfin été réglé, qui maintenant ne nous dérange plus. On oublie, on est constamment en train de mettre notre attention sur ce qui n'a pas été fait, sur ce qui reste à faire. Donc c'est très très intéressant en entreprise de développer une habitude de parler et d'échanger sur ce qui a été fait, sur ce qui a été bouclé, et que les gens se sentent célébrés et reconnus par rapport à ça. Oui, il faut que l'entreprise apprenne justement à mettre en valeur le positif et non pas faire le focus tout le temps sur ce qui ne va pas. Je pense que c'est une culture d'entreprise presque. Est-ce que tu as, toi, vu justement des entreprises qui ont mis en place cette culture-là, de valorisation du positif, de se rappeler les bons moments, de se rappeler ce qui marche, est-ce que ça a eu des impacts sur leur performance, par exemple, ou même sur les collaborateurs, sur l'attitude ? Alors voilà, nous on a animé des ateliers, donc on a une série d'ateliers en entreprise, on a 6 ateliers de 1 heure ou 1 heure et demie en fonction de le temps qui nous est accordé, et donc j'ai tout un réseau d'ambassadeurs qui vont dans les entreprises animer ces ateliers. Donc on a eu maintenant pas mal d'exemples d'entreprises qui ont mis ces choses-là en place, et moi j'ai personnellement animé des ateliers quand j'ai écrit le livre J'arrête de râler au boulot, j'ai personnellement animé les ateliers. Maintenant je peux plus le faire parce que je suis en Californie, donc c'est un petit peu compliqué pour moi d'aller en France pour animer ces 6 ateliers. Je peux faire des interventions d'une fois, mais je ne peux pas animer dans la durée sur 2 ou 3 mois des ateliers. Et un des plus grands impacts qu'on a vu, c'est à quel point les collaborateurs apprécient de pouvoir échanger entre eux et d'avoir appris des outils et des méthodes et puis développer une culture où ils peuvent être en lien et se parler dans leur humanité. C'est-à-dire qu'ils disent, d'habitude, on est constamment avec notre casquette professionnelle. Lui, c'est la compta, elle, c'est le marketing, elle, c'est les finances, lui, c'est les RH. Enfin, je sais pas, voilà, on a nos casquettes professionnelles et on est constamment en train de parler uniquement autour de t'as fait ci, t'as pas fait ça, en termes de dossier. Et là, avec la culture qui est imbibée à travers les outils qu'on transmet dans les ateliers J'arrête de râler, il y a vraiment cette impression de reconnecter avec l'humain derrière le poste. Et puis le désir, quand on connecte avec l'humain derrière le poste, et ben du coup, on a envie de l'aider, l'humain. On a vraiment envie de soutenir l'humain qui est derrière le poste. Alors que quand on est chacun rangé derrière nos casquettes professionnelles, c'est un petit peu, chacun fait ce qu'il peut pour atteindre ses objectifs. Et puis, il y a moins d'humanité, moins de liens. Donc, de ce fait-là, en effet, ça a vraiment amélioré la collaboration. Plutôt que d'être chacun séparé et cloisonné, et d'ailleurs Marshall Rosenberg l'explique beaucoup, il dit les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Et c'est vrai que souvent en entreprise, il y a un peu des murs entre les départements, entre les services, parce que on a tous une charge de travail tellement élevée, une pression d'atteindre des objectifs et tout ça, c'est un peu chacun pour soi. Et c'est normal, c'est un instinct naturel. Mais en même temps, quand on arrive à connecter dans notre humanité, qu'on arrive à parler de nos émotions, à parler de nos besoins, à essayer de trouver des accords où on s'écoute et on se respecte beaucoup plus, vraiment, il y a naturellement notre humanité qui s'éveille, il y a un réel désir de soutenir les autres. Et donc, ça crée plus de coopération, plus de co-création, plus de créativité, plus de solutions, parce qu'on a plus envie de trouver des solutions. Et donc, quand on a plus envie de les trouver, on les trouve. Ouais, finalement, on dépasse son carcan, on dépasse sa description de fiche de fonction. C'est ce qu'on retrouve aussi dans l'agilité, quoi. C'est un travail d'équipe, un objectif commun, une vision commune des choses. Et tout ça, ça tourne bien évidemment autour du lien et de l'humain. Voilà. Toi, justement, dans ton livre, tu te donnes 21 jours que tu t'es, je crois, appliqué à toi-même au tout début. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé pour toi ? Je crois même que tu as un blog sur lequel tous les jours tu postais une petite vidéo pour dire comment t'avançais dans ce challenge d'arrêter de râler. Voilà, tout à fait. Donc moi, je vais essayer de faire la version relativement courte, mais littéralement un soir, je me suis couchée dans mon lit
avec l'impression que je venais de passer une journée pourrie. J'étais épuisée, crevée, éreintée. Je pense que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître dans cette sensation de se coucher, de se dire arriver dans son lit, se dire allez, enfin je peux me poser, quoi. Moi en plus il y a le boulot, les enfants, gérer toutes ces choses-là. Donc je me suis couchée un soir, épuisée, éreintée, vraiment avec l'impression que je venais de passer une journée pourrie. Et sauf que tout d'un coup je me suis dit mais Christine, t'as un problème parce que cette journée soi-disant pourrie, c'est une journée normale de ta vie. Et en fait, il s'est rien passé de grave aujourd'hui. Il y a eu plein de choses, il s'est passé plein d'irritants. Il y a eu plein d'irritants et tout ça, mais je veux dire, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a même pas eu de coupure de Wi-Fi, il n'y a pas eu de... Tout va bien, quoi. Personne n'est malade. Et je me suis dit, ah là là, mais c'est fou, en fait, ce qui me vide, ce qui m'épuise, c'est que je résiste ma vie, en fait. Toutes ces choses qui arrivent, ça peut être les bouchons sur la route, ça peut être les emails dans ma boîte mail, ça peut être un changement d'horaire qui perturbe mes plans, ça peut être, je sais pas, mon banquier qui a mal fait le virement. Voilà, un enfant malade. Toutes ces choses-là, en fait, je suis constamment en train, je perds une énergie folle à résister ce qui m'arrive. C'est comme si je me levais le matin avec l'illusion que tout allait se passer comme il faut, qu'on allait me dérouler le tapis rouge pour que je puisse faire tout ce que j'ai prévu de faire et que tout le monde allait même m'aider à faire tout ce que j'ai prévu de faire. Et en fait, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que la journée, la vie, c'est un petit peu comme une piste d'auto-tamponneuse. On se rentre un peu dedans et tout ça. Et on essaie d'atteindre nos objectifs, de faire ce qu'on veut, mais il y a d'autres personnes aussi qui essayent de faire ce qu'elles ont à faire et tout le monde fait de son mieux. Et donc moi, j'étais toujours en train de résister tout ça, et j'ai réalisé donc ce fameux soir que c'était ça qui me vidait. Et je me suis dit, Christine, un jour, tu vas mourir et tu vas réaliser que tu as passé ta vie à résister ta vie. Et je me suis dit, non, moi, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de profiter de ma vie, j'ai envie de la savourer, j'ai envie de voir ce qui va bien, puis j'ai envie d'avancer, et voilà. Bref. Et donc j'étais déjà coach à l'époque, donc j'avais déjà ma certification de coaching, j'avais déjà appris pas mal de choses. Et donc là, c'est là où j'ai pu faire le pont grâce à ça, que ma résistance, elle s'exprimait, elle apparaissait dans ma vie. Parce que aussi, c'est bien gentil de se dire, faut que j'arrête de résister ma vie. Mais je me suis dit concrètement, c'est une belle intention, mais il faut que je trouve un truc réel que je peux faire pour arrêter de résister ma vie. Et donc là, je me suis dit, en fait, ma résistance, elle s'exprime avec mes râleries. C'est quand je râle que je résiste. Ça, c'est un truc concret. La râlerie, c'est quelque chose que je peux attraper. C'est quelque chose que je peux un peu contrôler. Et donc, je savais aussi que la râlerie était une habitude. Et je me suis dit, il faut que je me sèvre d'une habitude, il faut que j'arrête d'avoir cette habitude. Et les neurosciences nous disent qu'il faut faire un effort pendant un minimum de 21 jours consécutifs pour se sevrer d'une habitude et en créer une nouvelle. Pourquoi les neurosciences ? Comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des connexions neuronales. Et donc, on peut tout à fait changer nos connexions neuronales. Mais pour ça, il faut faire un effort conscient. Le mot important, c'est conscient, parce que c'est cet effort conscient qui va nous permettre de changer nos connexions neuronales et qui va donc littéralement nous permettre de nous développer une deuxième nature, une nouvelle nature. Ce qui fait qu'à la fin, on n'a plus besoin de faire un effort. À la fin, ça devient naturel pour nous. On a développé des nouvelles ressources, des nouvelles connexions neuronales pour gérer ces irritants du quotidien. Les irritants sont toujours là. On est toujours sur la piste d'auto-tamponneuse. Mais par contre, on essaye de la transformer en piste de danse. En fait, petit à petit, on transforme cette piste d'auto-tamponneuse en piste de danse parce qu'on a développé des nouvelles ressources. Sur une piste de danse, il y a beaucoup de gens, mais on arrive à s'éviter. On arrive à naviguer sur la piste et à faire en sorte que tout se passe bien. Et ça, c'est un effort conscient pendant 21 jours consécutifs pour y arriver. Donc, pour la petite histoire, moi, à l'époque où j'ai fait ce challenge, j'ai mis un bracelet à mon poignet. À chaque fois que je râlais, je changeais le bracelet de côté. Donc, bracelet gauche, poignet gauche, puis poignet droit. C'est un peu comme piano, là, j'arrive pas à le dire. Et donc, je changeais de chaque côté. Et l'objectif, à chaque fois que je changeais le bracelet de côté, je remettais les compteurs à zéro. Parce que mon objectif était de faire 21 jours consécutifs avec le bracelet du même côté. D'accord ? Donc, pour la petite histoire, il m'a fallu 4 mois pour faire 21 jours consécutifs avec le bracelet du même côté. Au début, le bracelet changeait 20 fois par jour. Et pourtant, je pensais que j'étais pas une râleuse. Je pensais que j'étais une petite râleuse. Je faisais partie de ces gens, moi, comme je disais au début, si j'avais vu mon propre livre, je me serais dit, je ne râle pas. D'accord ? Donc, parce que j'ai toujours été positive, j'ai toujours dit que la vie était belle. Je suis pas une pessimiste. Moi, je suis une optimiste. Depuis toujours, je suis une optimiste. Depuis que je suis enfant. Et c'était hallucinant de voir qu'en fait, je râlais tout le temps. Des petites râleries, mais des petites râleries ordinaires, comme tout le monde. Et donc, au début, le bracelet changeait de côté 20 fois par jour. Parfois, il a même cassé le bracelet, il a fallu le remplacer. Ah ouais, d'accord.
Voilà, et puis après, certains jours, j'arrivais à faire 3 jours sans râler. Puis après, je remettais le compteur à 0. Après, je faisais 5 jours, je remettais le compteur à 0. Après, je faisais 10 jours, je remettais le compteur à 0. Je crois qu'une fois, j'ai fait 17 jours et je l'ai remis à 0. Ah, zut. Voilà. Par contre, après, plus on fait de jours longs, plus on revient vite, en fait. Plus on reprogresse très vite, en fait, parce qu'on tire des leçons. Donc, pour la petite histoire, Ouais. j'ai ouvert un blog qui s'appelle j'arrête-de-râler.com, qui existe encore. D'ailleurs, on vient de sortir la toute nouvelle version, on vient de le remettre à neuf. Et sur lequel je postais, et les vidéos sont encore là, tous les jours, je postais des vidéos en tirant les leçons de ma journée. Je me disais, quoi qu'il arrive, que j'ai réussi ou que ce soit un échec, que j'ai pas réussi, Ouais. quoi qu'il arrive, j'ai quelque chose à apprendre. Soit j'ai appris qu'est-ce que j'ai fait qui a marché, qu'est-ce que j'ai fait qui a marché, comment je peux vraiment l'apprendre pour le refaire demain, ou alors pourquoi je me suis pris les pieds dans le tapis. Qu'est-ce qui fait que je me suis pris les pieds dans le tapis, qu'est-ce qui fait que j'ai pas réussi, et comment je peux du coup tirer les leçons de ça pour faire autrement demain. Donc tous les soirs, je postais une petite vidéo de 3 minutes, et à ma grande surprise, le blog a eu un effet viral sur les réseaux sociaux, et donc très très rapidement, il y avait des milliers de personnes qui venaient voir mes vidéos, et une grande partie m'avouait venir me voir pour me voir échouer, parce qu'ils étaient convaincus que c'était impossible d'arrêter de râler. Ah ouais, d'accord. Mais pas méchamment, hein, ils étaient pas méchants, les gens. Hein, vraiment, ils étaient convaincus que c'était pas possible, et donc ils étaient curieux quand même. Ça attisait leur curiosité. Et donc voilà, j'ai fait cette belle aventure, et ce blog a donné naissance à 3 livres. J'arrête de râler l'intégrale, j'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint, et j'arrête de râler au boulot. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais, en tout cas, c'est une belle aventure. J'irai voir toutes les vidéos parce que je pense que je vais l'essayer, ce bracelet, ça m'intrigue énormément. Parce que moi, je pense que je suis comme toi, un petit râleur, mais un petit râleur qui doit sans doute s'ignorer. Tout à l'heure, tu parlais de lâcher prise également. Je peux pas m'empêcher de faire le lien avec la charge mentale. Quand tu me racontes, t'arrives le soir, t'en peux plus, t'as fait les courses, t'as la voiture qui est en panne, il faut aller chercher les enfants au sport, il y a un collègue qui t'est tombé dessus, un rapport en plus, etc. Puis je me dis à un moment, tu vois, tout ça, ça déborde. Et d'ailleurs, tu me disais oui, mais il y a aussi le fait d'apprendre à lâcher prise. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais naturellement? C'est quelque chose que tu accompagnes ou que tu enseignes aux entreprises ou justement aux personnes que tu coaches? Oui, tout à fait. Ça fait partie. On a un module entier sur le lâcher prise, comprendre qu'est-ce que c'est que le lâcher prise, et comprendre que quelque chose qui est important, c'est que lâcher prise, ça veut pas dire accepter. Ça veut pas nécessairement dire accepter, lâcher prise. Ouais. Ça veut dire que pour le moment, on choisit de pas agir sur cette chose-là parce qu'on a d'autres priorités, on a d'autres choses qui sont importantes, on a d'autres choses qui sont urgentes, et voilà, pour le moment, c'est pas notre priorité. Pour le moment, on va lâcher prise dessus, et un jour, on pourra reprendre cette chose-là et se dire, maintenant, j'ai de l'énergie, maintenant c'est ma priorité, maintenant je vais la gérer, et maintenant je vais la faire avancer. D'accord ? Donc lâcher prise ne veut pas dire tout accepter. Donc je dis toujours, ce qui nous fait râler, c'est l'écart entre nos attentes et la réalité. D'accord ? Donc le moyen d'identifier ça, c'est de prendre une feuille de papier et de faire 2 traits horizontaux. Un trait en haut, un trait en bas. Le trait du haut, c'est nos attentes. Le trait du bas, c'est la réalité. D'accord ? Et donc il y a un écart entre nos attentes et la réalité. Donc l'écart, il peut être très grand, ou l'écart, il peut être très petit, enfin plus petit. Et donc idéalement dans la vie, ce qu'on souhaite pour être dans un état de bliss, je sais pas comment dire en français, dans un état de délice de la vie, D'osmose, de sérénité, d'osmose, voilà. Donc idéalement, il faudrait que la réalité colle avec nos attentes, donc que les 2 lignes soient l'une sur l'autre. D'accord ? Comment faire pour que les 2 lignes soient l'une sur l'autre ? Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le seul moyen que les 2 lignes soient l'une sur l'autre, c'est de faire en sorte que la réalité colle à nos attentes. Et donc, c'est de faire tout ce qu'il faut et de râler sur tout le monde pour que tout le monde fasse ce qu'il faut, et que nous aussi, il faut qu'on fasse tout ce qu'il faut et qu'on soit Superman ou Wonder Woman pour que on fasse monter la réalité pour qu'elle colle avec nos attentes. Et donc là, on déploie une énergie phénoménale, mais en fait, c'est presque irréaliste de réussir à faire ça. Et donc là, l'idée, c'est de se dire non, pour que la réalité colle avec mes attentes, il y a 2 mouvements. Il y a un mouvement de je vais retrousser mes manches et je vais communiquer aux autres, en effet, pour augmenter la probabilité que, en effet, la réalité se rapproche de mes attentes. Bien évidemment, moi je suis coach, c'est ce que je souhaite du plus profond de mon cœur, c'est que les gens aient la vie auquel ils aspirent, et que les gens avancent dans la vie et qu'ils réalisent leurs objectifs et qu'ils réalisent leurs rêves et qu'ils arrivent à être acteurs de leur vie. Bien évidemment, je suis une grande fan de ça, et c'est mon métier de faire ça. Donc bien évidemment, il y a je retrousse mes manches et je me donne les moyens que ma vie ressemble à ce que je veux. Mais il y a aussi le mouvement de baisser mes attentes et de se dire
Mais alors, quand je dis ça en entreprise, notamment, je vous dis, il faut baisser ses attentes. Je vois tous les managers qui commencent à paniquer. Je dis, ah, mais oui, mais si on baisse les attentes, ça va être le bordel. On va pas atteindre les objectifs, ça va pas marcher. Et moi, je dis pas de baisser les attentes sur ce qui est important. Sur ce qui est important, vous choisissez vos batailles et sur ce qui est important, vous gardez des attentes élevées. Bien évidemment, gardez des attentes élevées sur ce qui est important. Mais posez-vous la question, est-ce qu'il y a des moments où je m'agace, où je m'énerve sur des trucs qui vraiment ne sont pas importants ? Et à quel moment je m'agace et je m'énerve sur des choses qui sont plus des constructions sociétales ? Qui sont plus des choses que j'ai héritées ou même parfois des croyances que j'ai héritées de mes parents. Par exemple, j'ai hérité de mes parents que les bosseurs, c'est ceux qui arrivent tôt. Alors du coup, moi, c'est super important d'arriver tôt et du coup, ça m'énerve tous ceux qui arrivent pas tôt. Mais ça, c'est une construction. Est-ce que c'est vraiment vrai que celui qui arrive plus tard, c'est celui qui bosse moins ? Ça serait intéressant de vraiment plutôt regarder et évaluer la productivité de chacun de mes collaborateurs et de réaliser que c'est peut-être pas du tout celui qui arrive le premier qui travaille le plus, par exemple. C'est ça. Donc, on peut être attaché sur des choses et avoir des attentes sur des choses qui sont plus des constructions, qui sont plus une pression qu'on se met. Donc, c'est vrai en entreprise sur, par exemple, cet exemple de à quelle heure les gens arrivent ou à quelle heure les gens partent, qui est un vrai sujet en entreprise. Ouais, le présentéisme, Mais voilà, la santé, c'est tout ça, le présentéisme. Et il y a aussi la situation en tant que parent à la maison. On a des attentes sur il faut absolument que mes enfants soient bien habillés, que leur chambre soit rangée, qu'ils prennent leur bain tous les soirs. Et ça aussi, c'est la pression du parent parfait qu'on se met. Et parfois, c'est de se dire, mais est-ce que vraiment c'est important ? Est-ce que vraiment, il faut que tous les soirs à table, il y ait de la tension au dîner parce qu'il y a tous ces trucs où la réalité colle pas à mes attentes et il faut que j'en parle à tout le monde ? Ou est-ce qu'en fait, il y a des choses plus importantes qui sont mes priorités à la maison ? Donc, au boulot comme à la maison, c'est intéressant de faire du tri dans nos priorités, de choisir nos batailles et de vraiment mesurer qu'est-ce qui est vraiment important. Et c'est souvent au niveau de mes valeurs, au niveau de mes objectifs de fond, que là, on va aller vraiment identifier nos axes prioritaires et on va lâcher prise sur d'autres choses en se disant c'est pas si grave que ça, vraiment, c'est pas la priorité. C'est vrai que là, on va chercher dans le fond de l'iceberg, finalement. On va chercher dans ce qui nous anime, quelles sont nos valeurs. Et souvent, je pense qu'il y a cet effet miroir. Ce que je reproche à l'autre, c'est peut-être ce qui me fait peur chez moi, parce que c'est peut-être quelque chose que j'ai peut-être pas l'impression de maîtriser. Ça, c'est très, très, très vrai. Alors, j'avais entendu un truc, j'en profite pour le partager. Je sais plus d'où ça vient, et je le rechercherai, je mettrai dans les notes de l'épisode. J'avais vu que lorsqu'on a quelque chose à critiquer ou lorsqu'on a une critique à faire à quelqu'un, on peut aussi se dire comme moi finalement. Il est arrivé en retard, comme moi. Il n'a pas rendu le rapport comme moi. Je sais pas. Il n'a pas atteint ses objectifs comme moi. Et finalement, ça remet en perspective. Ça doit sans doute créer de l'empathie envers l'autre. Et on se projette et on se dit tiens, finalement, c'est vrai. Est-ce que moi, ça m'arrive pas aussi d'être en retard, d'être à côté de la plaque, d'avoir envoyé un mail alors qu'il fallait pas l'envoyer. Et puis je trouve que en tout cas, j'essaie de me l'appliquer quand je suis en train de me dire attends, est-ce que t'es pas en train de juger quelqu'un là à tort et à travers ? Est-ce que c'est pas quelque chose que tu te reproches à toi avant tout ? Voilà, je me fais souvent cette analogie-là, moi, sur la route, parce qu'on râle souvent sur les chauffards. On se dit, oh là là, lui, il est dangereux et tout. Et c'est souvent une source, beaucoup de personnes, j'ai écrit un article qui parle de ça, de râler en voiture, transformer sa voiture comme vraiment un exutoire. Et en fait, très souvent, il faut réaliser qu'on est le chauffard des autres. On ne s'en rend pas compte, mais il y a quelqu'un qui nous râle dessus parce qu'on est le chauffard des autres. Et cette prise de conscience qu'on ne se rend jamais compte quand c'est nous le chauffard de l'autre. C'est vrai. Tout à l'heure, tu disais que tu avais 3 étapes pour accompagner justement les entreprises. Non, je me trompe. Non, je parlais qu'il y avait 3 critères pour identifier une râlerie. 3 critères, pardon. C'est ça. Voilà. Alors, est-ce que tu peux revenir sur ces 3 critères ? Voilà, 3 critères pour identifier une râlerie. Donc, le premier critère, c'est le plus évident, c'est le ton. Quel est le ton que j'utilise ? Est-ce que j'ai un ton vinaigré, un ton amer ? Est-ce que j'hausse le ton ? Alors, c'est intéressant, le ton, ça peut parfois être biaisé parce que notamment, les gros râleurs, eux, ils ont vraiment un ton agressif. Tandis que moi, j'étais plutôt quelqu'un qui râlait presque. On peut aussi râler avec le sourire, avec l'ironie. On peut râler en se moquant. On peut râler en étant quelque part... et ça, c'est notamment vrai en entreprise. Où en entreprise, on va chercher à rester convivial et à avoir une tonalité relativement acceptable, mais en fait, nos propos sont des propos de râlerie. Donc, on va se servir des 2 autres critères pour définir ça. Mais donc, le premier critère, c'est mon ton. Est-ce que j'ai un ton vinaigré, amer ? Est-ce que la manière dont je parle est facile à entendre pour l'autre ? Ou est-ce qu'il y a vraiment de l'électricité dans l'air ? D'accord ? Donc ça, c'est intéressant parce que si on veut être entendu, c'est intéressant de faire attention à notre ton.
Mais encore une fois, en entreprise, souvent, ce critère-là ne passe pas le filtre. Enfin, les personnes ont un ton relativement agréable et pourtant, ils sont en train de râler. Le deuxième critère, ça va être ma posture. Est-ce que je suis en train de pointer du doigt les coupables ? Est-ce que je suis en train de pointer du doigt un coupable et de me mettre dans la posture de la victime ? D'accord ? Donc ça, c'est intéressant de remarquer. Et moi, par exemple, j'ai remarqué, quand j'ai fait ce challenge, que j'adorais pointer du doigt les coupables. C'est comme si dès qu'il y avait un problème, dès qu'il y avait quelque chose, il fallait tout de suite que je trouve un coupable. Ouais. Quelque part, c'est comme si j'avais un coupable, alors je sais pas, le problème pouvait se poser quelque part. L'irritant, je pouvais en faire quelque chose, je le posais sur quelqu'un d'autre. Mais sinon, l'irritant, je sais pas quoi en faire, et comme je sais pas quoi en faire, faut que je le balance sur quelqu'un, en fait. C'est rassurant, oui. Donc, voilà, c'est rassurant. Je sais pas, il y avait un côté, ça me donnait je sais pas, ça crée un apaisement de balancer cet irritant sur quelqu'un d'autre. Okay ? Donc ça, c'est la posture. Est-ce que je suis en train de jouer le jeu du qui a tort, qui a raison ? Ça, c'est impressionnant. En toute humilité, je vous invite, et j'invite les auditeurs à remarquer à quel point on adore jouer le jeu du qui a tort, qui a raison. Et bien évidemment, on adore avoir raison. Hein. Bien évidemment, ce qu'on veut plus que tout, c'est avoir raison. Et d'ailleurs, souvent, quand on parle d'être constructif et de chercher à résoudre les problèmes et de la communication non violente et d'aller vers l'autre, beaucoup de personnes, et moi, j'ai dû même lui l'admettre pour moi, je dis, moi, je veux bien faire la communication non violente, je veux bien exprimer mes besoins, mais d'abord, je veux avoir raison. D'abord, je veux avoir raison. Le problème, c'est que si j'ai raison, l'autre a tort. D'accord ? Il n'y a pas de solution. Il y a pas de... Donc, si moi, j'ai raison, ça veut dire que l'autre a tort. Or, un coupable n'a jamais envie de coopérer. Ça, c'est un point de base. Vrai, un coupable n'a pas envie de nous écouter. Ça, Marshall Rosenberg l'explique très, très bien. Et c'est quelque chose qu'on explique dans nos ateliers. Et donc ça, c'est dès qu'on pointe du doigt le coupable, il n'y a plus de coopération, il n'y a plus d'écoute. C'est fini. On va rentrer dans le jeu du qui a tort, qui a raison. Et il y en a un qui va devoir baisser les armes à un moment donné. Ok ? Donc ça, c'est intéressant, ce deuxième critère. Est-ce que la posture, est-ce que je joue le jeu de la victime, du coupable, est-ce que je joue le jeu du qui a tort, qui a raison ? Et le troisième critère, c'est la justesse de mes propos. Est-ce que je suis en train de décrire le problème pour ce qu'il est ? Ou est-ce que j'ai tellement peur de ne pas être entendu ou j'ai tellement besoin d'être entendu que je transforme le problème en drame ? Et ça, c'est souvent vrai. Souvent, quand on râle jamais pour casser les oreilles des autres, on râle jamais pour être méchant ou pour être agressif. On râle parce qu'on a envie d'être entendu. Et souvent, d'ailleurs, on râle parce qu'on a déjà râlé hier et qu'on n'a pas été entendu hier, donc on râle encore plus. Donc, c'est un espèce de cercle vicieux. Mais donc, derrière, il y a un besoin qui est toujours bon. Derrière notre râlerie, il y a un vrai besoin qui a besoin d'être exprimé. Et ça, c'est bon. On ne veut pas arrêter ça. On veut que le besoin s'exprime. Mais comme on n'arrive pas et qu'on a peur de ne pas être entendu et que c'est super important d'être entendu et que ça fait plusieurs fois qu'on essaie de le dire et qu'on n'est toujours pas entendu, on va transformer le problème en drame et on va exagérer. Donc, on va généraliser, on va amplifier, on va dire c'est toujours, c'est infernal, ça me tue, c'est jamais, c'est... On emploie des superlatifs. Ça fait 100 fois, voilà. Donc là, on exagère, on a tous ces superlatifs. Donc ça, c'est intéressant Voilà les trois critères. Le ton, la posture et la justesse de mes propos. Donc, on peut utiliser, bien évidemment, et on explique toutes les étapes de la CNV, mais un autre moyen plus simple aussi pour commencer, c'est d'inverser ces trois critères, de dire, voilà, je vais aller vers l'autre avec un ton qui va être facile à écouter, je vais aller vers l'autre et je vais pas jouer le jeu du qui a tort, qui a raison, je vais faire en sorte que plutôt que l'autre soit la source du problème, je vais aller vers l'autre pour qu'il fasse partie de la solution. Ça, j'adore cette image-là. Plutôt que l'autre soit la source du problème, je vais aller vers l'autre et je vais l'inviter à faire partie de la solution. Et puis, je vais décrire le problème pour ce qu'il est et non pas comme un drame. Et ça, c'est important parce que quand je décris le problème pour ce qu'il est vraiment, du coup, le problème est en général plus petit. Parce que il est réel, en fait. Et quand le problème est réel, du coup, il est plus facile à résoudre. On a plus envie de le résoudre et il est plus facile à résoudre. Donc ça, c'est intéressant. C'est évident, oui. C'est évident. Alors, je leur mettrai tout ça dans les notes de l'épisode du podcast. Hein. Donc, tu as écrit 3 best-sellers. J'arrête de râler l'intégrale, j'arrête de râler au boulot, j'arrête de râler sur mes enfants. Est-ce que j'ai aussi écrit un 4e livre. J'ai aussi écrit un 4e livre. Voilà, Wake Up, 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. C'est vrai, et je serais ravi de te réinviter à l'occasion si tu es d'accord pour en parler. Avec plaisir. Est-ce qu'on peut offrir un livre à un collaborateur, à son conjoint, à un copain, à ses parents, je sais pas, qui s'appelle J'arrête de râler? Alors, beaucoup de personnes m'ont raconté
qu'ils ont reçu le livre d'un enfant, d'un collaborateur, que ça a été un cadeau. Et que au début, au premier abord, ça dépend comment c'est offert. En fait, je pense que ça peut être offert. À la base, quand j'ai écrit le livre, on avait envie de mettre sur la couverture interdit d'offrir. Parce que le livre s'appelle J'arrête de râler et non pas Arrêter de râler. Et donc l'idée, c'est de se dire, on ne peut pas forcer quelqu'un d'arrêter de râler. On ne peut que l'inspirer. On peut que lui donner envie. Et le meilleur moyen de donner envie d'arrêter de râler, c'est d'arrêter de râler soi-même. C'est d'être le changement qu'on veut voir. Donc même si moi je râle beaucoup moins, ou si un de nos auditeurs ou une auditrice qui nous écoute se dit oui, mais moi je râle beaucoup moins que mon conjoint, ou je râle beaucoup moins que ma collègue, on pense toujours à quelqu'un d'autre, on pense toujours à un tel. Quand je fais des dédicaces, c'est toujours ça aussi en librairie, tout le monde me dit ça c'est pour... Les gens sont en couple, ils sont là, ça c'est pour toi. Et on pense toujours à quelqu'un d'autre, c'est vrai. Mais en même temps, voilà, l'autre, en fait, dès qu'on pense à l'autre et dès qu'on remet le livre à quelqu'un d'autre, l'autre se sent coupable. Et comme j'ai dit tout à l'heure, un coupable n'a jamais envie de coopérer. C'est sûr. Un coupable n'a pas envie de changer. Un coupable n'a pas envie de se remettre en question. Donc, c'est possible d'offrir le livre, mais dans ce cas-là, il faut vraiment mettre un mot dedans ou l'accompagner d'un message. Et en général, ce que j'encourage, c'est de dire, j'ai lu ce livre, il est génial. Donc, c'est d'abord de le lire vous-même, lisez-le, et après, racontez à la personne à qui vous l'offrez pourquoi vous lui offrez. Et d'ailleurs, souvent, les gens comprennent la grande chose que les gens me disent, c'est que il y a dans le livre bien plus que J'arrête de râler. En fait, J'arrête de râler, c'est le titre qui c'est un peu le titre provocateur et qui vient nous titiller, qui vient nous gratter. Mais derrière, c'est toute une philosophie de vie, c'est toute une culture de vie, c'est tout un univers de vie dans lequel on se positionne. C'est une posture de vie qui est derrière. Et donc voilà, si on offre le livre, il faut le proposer avec un message qui est inspirant pour la personne. Ouais, j'imagine, tu fais bien de le dire. Et puis c'est vrai qu'au travers de cette interview, on voit bien cette philosophie et ce mindset que tu essaies d'installer justement avec les personnes que tu coaches et les entreprises. Et donc, avec les entreprises, parce que tu n'as pas l'occasion de revenir en France aussi souvent que tu le veux, j'ai cru comprendre que tu avais des ambassadeurs formés qui peuvent aussi accompagner les entreprises. Voilà, donc on a donc, comme je disais tout à l'heure, on a une série de 6 ateliers qui peuvent durer 1 heure ou 1 heure et demie, ça dépend, qui se font tous les 15 jours à peu près. Donc ils sont vécus en entreprise. Ils peuvent aussi être combinés et faits sur une journée ou 2 demi-journées en fonction de comment ça marche pour l'entreprise et comment l'entreprise a l'habitude de faire venir des intervenants en interne. Donc j'ai tout un réseau, j'ai plus d'une 50aine d'ambassadeurs sur la France, sur la Belgique, sur la Suisse et même à l'étranger qui ont été formés par moi pour venir chez vous dans les entreprises animer ces ateliers. Il y a aussi la possibilité pour les entreprises d'identifier un collaborateur en interne qui souhaiterait animer ces ateliers et donc de m'envoyer ce collaborateur en interne ou 2 collaborateurs ou 3 collaborateurs en interne et de me les envoyer pour que je les forme, pour qu'ensuite les collaborateurs en interne puissent déployer les ateliers. C'est aussi une démarche très intéressante pour les entreprises je pense que ça a bien marché, de faire vivre les ateliers par un collaborateur interne. Donc ça, c'est les 2 options pour les entreprises. Soit identifier des collaborateurs et me les envoyer pour que je les forme, soit faire venir un ambassadeur, identifié donc sur le site j'arrête-de-râler.com. Vous pouvez découvrir la démarche des ateliers et vous avez aussi toute la liste des ambassadeurs avec leurs coordonnées. Donc, ils sont par région. Beaucoup aussi sont prêts à se déplacer. Donc, vous pouvez avoir leurs coordonnées. Et il y a aussi toutes les informations pour ce processus de certification s'il y a des collaborateurs en interne qui souhaitent être formés. Donc, une fois qu'on a identifié si on voulait un ambassadeur externe ou un ambassadeur interne et que celui-là a été formé, et ben ensuite, donc, il y a 6 ateliers à vivre avec les équipes. En général, on encourage à ce qu'il n'y ait pas plus que 12 personnes idéalement par atelier. Donc, moi, j'ai déjà fait des interventions d'entreprise où j'ai fait une conférence devant 100, 150 personnes, 150 collaborateurs pour présenter la démarche, pour présenter le sujet. Et à l'issue de cette conférence, on demande aux collaborateurs qui sont intéressés pour vivre les ateliers de laisser leurs coordonnées. Et j'ai déjà eu, par exemple, parfois 40 personnes qui voulaient vivre les ateliers à l'issue d'une conférence avec 100 personnes. Donc, c'était un grand succès. Et donc, après, on a mis en place 4 groupes, en fait, sur des jours différents. Comme ça, les collaborateurs pouvaient choisir les jours qui convenaient le mieux. Et puis après, on est parti sur cette aventure qui dure sur plusieurs semaines.
Je dis c'est une belle expérience humaine et vraiment un feedback très très positif des collaborateurs de vivre ça ensemble en fait, de vivre ça avec leurs collègues et de faire en fait une démarche de développement personnel avec ses collègues. Beaucoup de collaborateurs disent c'est formidable que notre entreprise nous donne cette opportunité de se retrouver dans notre humanité, de grandir, d'apprendre des outils ensemble, de se soutenir. Et puis alors c'est chouette parce qu'on remet le bracelet, ce fameux bracelet J'arrête de râler, où il y a écrit J'arrête de râler dessus pour faire le challenge, on le remet à tout le monde. Donc après dans les couloirs, les gens se retrouvent, ça crée des conversations dans les réunions. Il y a ceux qui ont choisi de pas faire les ateliers qui après se disent tiens, est-ce que vous allez les refaire l'année prochaine parce que je voulais pas la première fois mais ça a l'air sympa, peut-être que l'année prochaine j'aimerais bien les faire. Donc ça crée une bonne ambiance. Oui, il y a une émulsion, ça crée du lien, ce que tu disais tout à l'heure, le lien est essentiel en entreprise pour avancer. Voilà. Je remettrai tout ça dans les notes de l'épisode et je crois même que sur ton site, on peut télécharger un kit. Si jamais on veut commencer, si on veut découvrir. Il y a un kit de démarrage gratuit à télécharger sur le site, voilà, avec des ressources pour des outils et des pistes pour arrêter de râler au boulot, des outils et des pistes pour arrêter de râler en famille. Il y a aussi une affiche, vous entrez dans un espace non râleur, très rigolote, où il y a marqué nous ne sommes pas responsables des moments de sérénité qui pourraient vous arriver dans cet espace. Je ne sais plus ce qu'on avait écrit exactement, mais c'est assez rigolo. Donc oui, bien évidemment, je vous invite à aller télécharger gratuitement ce kit sur le site j'arrête-de-râler.com. On arrive à la fin du podcast, Christine, j'aurais une dernière question. Est-ce que, un peu comme un fumeur qui aura arrêté de fumer, par exemple, ou j'ai quelqu'un qui arrête de manger du chocolat puis qui se prend un petit bout de chocolat de temps en temps, comme ça, un petit péché mignon, est-ce que toi, parfois, ton petit péché mignon, tu râles? Est-ce que ça t'arrive encore de râler? Est-ce que même parfois tu le fais exprès de râler? Ah non, je fais pas exprès de râler. J'ai pas envie de dire que c'est un péché mignon parce que si ça m'arrive de râler, c'est vrai que ça peut m'arriver, j'ai vraiment compris que c'était une impasse. En fait, j'ai vraiment compris que c'était une impasse, donc j'en sors tout de suite. Je reste pas à rentrer dans le mur en permanence dans cette impasse. Donc ça m'arrive de rentrer dans l'impasse. Et en général, j'ai clairement identifié que je rentre dans cette impasse quand j'ai pas assez dormi. Ça, c'est le premier critère. Ouais, ah bah oui. C'est quand j'ai pas assez dormi ou quand j'ai pas assez communiqué. Si par exemple en famille ou avec mon conjoint, ça fait quelque temps qu'on n'a pas eu un date, un rendez-vous en amoureux et qu'on n'a pas eu le temps de communiquer sur des choses, bon ben là je vais me retrouver peut-être à râler parce que j'ai pas eu l'opportunité d'exprimer, on n'a pas eu le temps de se retrouver pour parler de ces choses-là. Donc en général, voilà, c'est manque de communication, manque de sommeil. Donc si ça m'arrive, je sais immédiatement sortir de l'impasse et je sais quoi faire. Mais c'est pas un péché mignon parce que ça sert à rien. C'est pas un réconfort non plus, C'est pas un réconfort, voilà, exactement. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu l'aborder, peut-être une prochaine fois, mais j'imagine que la condition physique, se sentir bien, faire un peu de sport, pour bien manger, évidemment, j'imagine, permet aussi d'avoir une attitude un peu moins négative. Oui, sur le livre J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint, on avait envie d'écrire sur la couverture avant de lire ce livre, allez vous coucher. Allez dormir pour les gens qui ont des petits-enfants et après on en reparle. Si vous dormez pas de la nuit, essayez pas d'arrêter de râler pour l'instant. Essayez d'abord de dormir et après on verra. Est-ce que tu souhaites partager d'autres choses avant qu'on conclue ce podcast ? Une dernière chose qui est intéressante, c'est souvent les gens me disent quelle est la première chose à faire pour commencer la démarche. Et je dis souvent la première chose, c'est de choisir, c'est de le choisir. C'est de dire, je veux faire la démarche J'arrête de râler, non pas parce que je l'ai entendu dans le podcast et ça a l'air cool, non pas parce que surtout pas par culpabilité. Parce que je suis pas quelqu'un de bien, je râle, il faut que je change. Il faut surtout pas que ce soit la culpabilité qui anime, mais que ce soit un vrai choix et de se dire ouais, c'est vrai, réellement, ça me coûte de râler, réellement, ça me pourrit la vie, et avoir une vraie curiosité, donc j'ai souvent remplacé la culpabilité par la curiosité, une vraie curiosité de découvrir à quoi va ressembler ma vie si j'arrive à ne plus râler. Et c'est ça qui doit être moteur, c'est ce vrai choix et cette vraie curiosité et aussi cette conscience de combien ça me coûte de pas changer, combien ça me coûte de rester dans mes automatismes de râler et à quel point je passe à côté de ma vie. Moi, c'était littéralement ce moment où je me suis dit, Christine, un jour tu vas mourir et tu vas réaliser que tu as passé ta vie à résister ta vie. Donc là, j'étais vraiment dans ce choix de je dois changer. Il faut que je change. J'ai pas envie de passer ma vie à résister ma vie. Et donc ça a été vraiment un moteur énorme. Et puis cette curiosité a rendu la démarche ludique. C'était pas il faut que j'arrête, c'était je veux arrêter, je suis curieuse de découvrir à quoi va ressembler ma vie si j'y arrive. Et donc quand je me plantais et que je devais redémarrer à zéro, c'était pas grave. Il n'était pas question de m'arrêter, c'était pas un échec, c'était à chaque fois des apprentissages. Donc ça c'est vraiment le point important, c'est de vraiment le choisir et de se dire j'ai vraiment envie de le faire.
parce que ça va être moteur. Sinon, vous allez vous allez vous arrêter en cours de route en vous disant ça m'énerve, ce challenge d'arrêter de râler me fait râler, donc laisse tomber. C'est pas l'objectif non plus. Et en tout cas, de ce que tu nous dis là, ça a l'air effectivement un message très positif, quoi. Il faut y aller avec cette envie. C'est pas une obligation. On n'est pas obligé de changer son caractère ni sa nature. Mais en tout cas, je suis sûr que tu auras réussi à convaincre beaucoup de gens. Petit dernier mot par rapport à ça, en entreprise, quand on arrive dans les ateliers, c'est toujours une démarche volontaire. On refuse que les managers inscrivent d'office leurs collaborateurs dans les ateliers. Oui, c'est important. C'est pour ça qu'on fait toujours une réunion d'information. Il y a toujours une conférence, une petite réunion d'information qui est ouverte à tout le monde. Et à l'issue de cette réunion d'information, les collaborateurs qui souhaitent rentrer dans la démarche s'inscrivent. Et d'ailleurs, très souvent, les plus gros râleurs ne s'inscrivent pas. Et c'est OK. C'est OK pour nous. On sait que si déjà on change les autres et qu'on fait rentrer la démarche, ça va contaminer, ça va changer les interactions dans les bureaux, ça va changer la culture. Et d'ailleurs, souvent, les plus gros râleurs, pas tous, c'est pas tout le temps, mais certains, l'année suivante, s'inscrivent aux ateliers. Pas la première année parce qu'ils trouvent ça, ils ont pas le temps et ils râlent beaucoup. Et c'est OK pour nous, mais c'est toujours une démarche volontaire pour cette raison-là. Parce qu'on sait que ce qui va créer le succès, c'est que les personnes aient choisi de rentrer dans la démarche. Ouais. Christine Lewicki, mille merci d'avoir pris un peu de temps pour nous partager tous ces fabuleux conseils. Écoute, merci beaucoup à toi, Jimmy. Je te souhaite une fabuleuse journée en Californie, sous le soleil. Tu nous fais tous rêver. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Le Petit Manager, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aura donné envie à vous aussi d'arrêter de râler. Moi, en tout cas, je suis convaincu et j'ai commencé à mettre mon bracelet dès aujourd'hui. Mais restez à l'écoute, car si vous avez aimé ce podcast, et j'en suis ravi, il reste quelques informations que je souhaite vous partager. Tout d'abord, retrouvez Christine Lewicki sur son site internet j'arrête-de-râler.com où vous pourrez télécharger le kit pour débuter justement cette expérience. Si vous souhaitez vous faire coacher par Christine et aller au-delà du fait d'arrêter de râler, mais plutôt d'éveiller la flamme qui est en vous, vous pouvez aller sur le site christinelewicki.com où vous trouverez ses séances de coaching et encore ses conférences. Et enfin, parce que Christine est une source intarissable d'énergie, elle anime le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le nom est en anglais, mais c'est un podcast en français, qui accompagne les femmes à vivre une expérience radicalement libre et choisie. Bien évidemment, je vous mets tout ça dans les notes du podcast. Enfin, si vous souhaitez retrouver Christine et moi-même, rien de plus simple, vous allez sur LinkedIn, c'est Christine Lewicki ou Jimmy Materne. Nous nous ferons une joie de nous connecter ensemble. Avant de nous quitter, et je vous demanderai ça pour terminer ce podcast, car le podcast, comme vous le savez, depuis quelques semaines, fait son entrée dans le top 10 des podcasts les plus écoutés sur le management en France, et j'espère qu'on ne s'arrêtera pas là. Et bien, pour continuer à contribuer à son développement, abonnez-vous pour n'en rater aucun, mais surtout, s'il vous plaît, mettez-lui les fameuses 5 étoiles. Et oui, bienvenue dans un monde où tout doit être noté. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez, et je vous dis à très bientôt.